Bonjour à tous et à toutes. Avec ma camarade, collègue et amie Adélaïde, on va vous présenter aujourd'hui l'assurance maladie et la crise sanitaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais citer un philosophe que vous connaissez peut-être, Johann Gottlieb Fichte, philosophe allemand du XIXe siècle, qui disait, dans un livre intitulé Discours sur la nation allemande, que la nation reposait sur le concept de solidarité. Que s'il n'y avait pas de solidarité entre les individus, il n'y avait pas de nation. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'assurance maladie, c'est ni plus ni moins que l'idéal de Fichte institutionnalisé après la Seconde Guerre mondiale dans le but de reconstruire la France. Après cette petite parenthèse très philosophique, on va revenir plus prosaïquement sur ce qu'est l'assurance maladie. Alors, on va se concentrer essentiellement sur le régime de base, le régime obligatoire de l'assurance maladie, en particulier sur la CNAM, à la tête de l'assurance maladie, et les jambes de l'assurance maladie, les CEPAM. On ne parlera malheureusement pas de la Cramiflorant, ni même des DCRM, un petit peu des UGCAM, et évidemment, dans le cadre de notre sujet, on sera obligé d'aborder les établissements de santé médico-sociaux et les échelons médicaux du service médical. Alors, a priori, vous pouvez me dire, mais quel est le rapport entre ça et la crise sanitaire ? Ben, c'est vrai que spontanément, il n'y en a pas forcément, et c'est ce que va vous expliquer Adélaïde. Et pourtant, si on a pris ce sujet-là, c'est que finalement, il y a bien un rapport. Merci Enguerrand. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, un élément de définition. Une crise sanitaire, c'est un événement soudain, imprévisible, qui a un impact sur une partie plus ou moins importante de la population, qui peut déstabiliser le système de soins et qui généralement amène à prendre des mesures d'urgence ou spécifiques. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est le schéma d'organisation de gestion d'une crise sanitaire tel que prévu avant la crise du Covid. Donc l'objet n'est pas de vous présenter en détail cette organisation, mais de vous montrer que sur cette organisation figurent des ministères comme la Direction générale de la santé, également les agences régionales de santé, ainsi que des agences de sécurité sanitaire. En revanche, vous ne voyez ni les CEPAM, ni la Caisse nationale d'assurance maladie sur ce schéma. Et lorsqu'on se remémore le début de la crise sanitaire, on a évidemment applaudi à raison les soignants chaque soir, mais on a peu parlé de l'action de l'assurance maladie à ce moment-là. Et donc c'est tout l'objet de notre présentation, que de se demander quelles ont été les missions de l'assurance maladie pendant la crise sanitaire du Covid, et d'avoir également un regard prospectif pour se demander ce que l'assurance maladie gardera de cette crise sanitaire et comment elle pourra se préparer mieux demain pour faire face à de futures crises sanitaires potentielles. Donc c'est le plan que nous avons décidé de retenir avec Enguerrand. Donc tout d'abord, un retour sur les actions de l'assurance maladie, donc, que nous orienterons de manière chronologique autour des 2 temps de la crise sanitaire. Donc quelques éléments de rappel. Donc, le 24 janvier, on a la déclaration des 3 premiers cas officiels de Covid. Le premier décès qui intervient le 25 février, une phase de diffusion de la maladie qui va jusqu'au confinement le 17 mars. Pendant cette première phase, on a un rôle de l'assurance maladie qui est de prendre en charge les patients, qui est de se préparer, mais l'essentiel de l'activité de gestion de crise consiste dans de la gestion et de la veille sanitaire. Donc le rôle de l'assurance maladie est plus limité. C'est la raison pour laquelle on a décidé de se concentrer d'abord sur la période de confinement, donc qui va du 17 mars au 11 mai, puis enfin sur le déconfinement et sur ce qui est encore quotidien aujourd'hui. Le confinement a imposé aux activités non essentielles de cesser. Ça a impliqué la fermeture de commerces, d'établissements scolaires. Ça a impliqué aussi pour les entreprises et les organismes de protéger leurs salariés, notamment les salariés vulnérables, les salariés qui avaient des problèmes de garde d'enfants. Et ça a imposé également de privilégier le télétravail lorsque c'était possible. Donc, tous les organismes de l'assurance maladie ont déclenché des plans de continuité d'activité. L'idée est de prioriser les activités pour assurer une continuité de services publics et une continuité des soins. Donc, on a eu une fermeture assez générale des accueils et une organisation du travail à distance.
Au-delà de ses propres salariés, l'assurance maladie a joué un rôle de protection de l'ensemble des salariés et plus largement des professionnels en étant un acteur de l'indemnisation des arrêts pendant la période de confinement. Donc pour les personnes vulnérables, également en cas de garde d'enfants, avec un certain nombre d'assouplissements des conditions pour bénéficier des arrêts maladie. Donc avec une question qu'on se reposera plus tard de l'articulation avec le chômage partiel, qui était également un type de revenu de substitution pendant cette période de confinement. L'assurance maladie fait face à un contexte de ressources humaines contraint, avec les conditions sanitaires dont on a déjà parlé, et pour assurer la continuité de services publics, elle met en œuvre un certain nombre de mesures opérationnelles, de simplification, d'allègement des procédures, donc notamment autour des dispositifs d'accès aux soins qui permettent à certains types de populations de bénéficier de remboursements supérieurs ou complets, donc notamment pour les personnes qui sont en affection de longue durée, et également pour les ménages modestes qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire. Donc pour ces dispositifs-là, on a eu des reconductions automatiques et en prolongement, un allègement des démarches. On a eu également un rôle important des pharmaciens qui ont été autorisés sur la période à reconduire des ordonnances en fin de validité. Nous voulions également vous présenter des actions plus spécifiquement liées au Covid et à l'aspect contagieux du Covid. Donc, la limitation des déplacements a fait que la télémédecine, qui était déjà une tendance promue par l'assurance maladie, est presque devenue la norme des rendez-vous médicaux pendant la période. Donc on a eu une simplification des conditions d'accès, également un élargissement des professions qui n'étaient pas encore concernées, comme les sages-femmes et les infirmiers. On a eu des actes de remboursement qui ont été créés. Également un rôle de l'assurance maladie à ce moment-là pour libérer des places d'hospitalisation avec ces dispositifs de suivi et de sortie d'hospitalisation comme le Prado. On a eu évidemment une prise en charge des soins liés au Covid, tels que les tests, la mise en place de consultations complexes, et également une reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle pour les personnels soignants. Enfin, sur un élément qui a été assez fondamental dans la gestion de la crise sanitaire, c'est le déplacement des personnels soignants pour faire face aux inégalités de circulation du virus sur le territoire. Et donc, l'assurance maladie a pris en charge les frais de déplacement et d'hébergement des personnels de santé. Enfin, on voulait mettre l'accent sur une activité de l'assurance maladie qui est peut-être un peu moins connue, qui est celle qu'elle exerce en tant qu'offreur de soins, au sens où elle gère directement des établissements de santé et d'accompagnement. Donc ça représente par exemple un tiers de l'offre d'accompagnement des personnes en situation de handicap en France. Donc on est sur des établissements collectifs, sur des populations vulnérables pour lesquelles l'application des gestes barrières peut revêtir des difficultés particulières. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment de protéger les usagers des établissements, donc en se fournissant en outils de protection, assurer la continuité du service, les problématiques RH. Donc là, vous pouvez voir un exemple d'appel aux dons de masques, de fournitures qui a été formulé par un organisme de l'assurance maladie en région Rhône-Alpes. Enfin, ces établissements de l'assurance maladie, ils sont aussi beaucoup positionnés sur les soins de suite et de réadaptation. Et donc, dès le début du mois d'avril, on a des établissements qui ont développé une offre de rééducation pour les malades du Covid qui étaient passés par de la rééducation, notamment des organismes dans la région Grand Est. Donc après avoir vu un certain nombre d'activités et de missions de l'assurance maladie pendant le confinement, je vais laisser la parole à Enguerrand pour nous expliquer ce qui s'est passé à partir du déconfinement. Tout à fait. Merci beaucoup Adélaïde. Donc comme elle vient de vous le dire, je vais aborder maintenant la phase de déconfinement qui suit logiquement la phase de confinement. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que l'assurance maladie soit un peu comme le voyageur contemplant une mer de nuages et contemple la tempête. Mais pas du tout. L'assurance maladie a été un acteur plein et entier de la lutte contre la crise, de plusieurs manières. En tant qu'assurance maladie employeur, c'est-à-dire en protégeant ses agents, en tant qu'assurance maladie service public,
on n'a pas pu vraiment se plaindre de dysfonctionnement de l'assurance maladie en tant que service public pendant la crise et après la crise, et bien sûr en tant que combattant contre le Covid à travers le dispositif Contact Tracing. Donc, la première facette de l'assurance maladie, c'est l'assurance maladie employeur. Alors pareil, on aurait pu s'attendre à ce que la gestion interne de l'assurance maladie ressemble au jardin des délices, soit une véritable anarchie. Eh bien, pas du tout. L'assurance maladie a réussi à mettre en place un certain nombre de processus, des plans de déconfinement, des plans de reprise d'activité, afin de faire en sorte que l'activité soit la plus normale possible. Et les agents n'ont pas pu se plaindre d'une destruction des relations avec les managers ou d'une anarchie au sein des services. Et cela grâce à quoi? Eh bien, grâce à la maison des visios, notamment, que représente Zoom. Parce qu'à travers Zoom, les agents peuvent continuer à avoir une relation avec leur manager, avec leur agent de direction, et notamment, il y a pu avoir lieu des CSE, des CSSCT, et même des réunions officieuses entre syndicats et représentants des agents de direction. Ainsi, on peut dire que si le Covid-19 a affaibli l'immunité des Français, elle n'a pas affaibli la démocratie sociale au sein de l'assurance maladie. Mais ce n'est pas tout. On aurait aussi pu s'attendre à ce que le Covid-19 fasse en sorte que l'assurance maladie, comme service public, marche beaucoup moins bien. Et ce n'était pas du tout le cas, puisque, alors il y a eu certes des petits ratés, des moments où les notifications post-professionnelles ont dû être mises en attente, certains contentieux qui n'ont pas pu être réalisés immédiatement parce qu'ils demandaient des documents qui étaient uniquement accessibles physiquement, mais dans l'ensemble, les rendez-vous avec les usagers les plus fragiles ont pu avoir lieu, d'abord téléphoniquement, puis en présentiel, une fois que les plans de réouverture des accueils étaient mis en place. Les prestations étaient gérées grâce au télétravail, à travers Zoom, quand c'était nécessaire, ou sans Zoom quand ça ne l'était pas. Les assurés les plus fragiles ont été contactés directement par l'assurance maladie afin qu'ils n'arrêtent pas leur démarche. Notamment, on pense aux 11 millions de malades chroniques qui n'ont pas nécessairement pu consulter un médecin pendant la crise. Eh bien, l'assurance maladie leur a envoyé un petit SMS pour leur rappeler que, certes, ils auraient pu mourir du Covid, mais ils peuvent aussi mourir de leur maladie chronique. Ainsi, on peut dire que finalement, l'assurance maladie, c'est toujours le même marteau qui soigne, pour reprendre une citation d'un juriste assez célèbre, Odilon Barrot, on en a seulement allongé le manche avec le télétravail. Enfin, le contact tracing. L'assurance maladie s'est aussi comportée comme acteur de la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment contre la seconde vague. Alors qu'est-ce que c'est qu'en pratique que le contact tracing? C'est un dispositif qui repose sur ce qu'on a appelé des brigades sanitaires, c'est-à-dire des agents de l'assurance maladie qui étaient contactés par des médecins ou par des institutions médicales liées à l'assurance maladie quand le médecin ou l'institution médicale découvrait un cas positif de Covid-19. À ce moment-là, les agents appelaient la personne testée positive, ils lui posaient un ensemble de questions pour déterminer quelles étaient les personnes que le malade avait pu contaminer, donc par exemple lors d'une conversation d'1 heure sans masque dans une petite pièce, et toutes les personnes concernées qui auraient pu être contaminées par le Covid-19 étaient contactées par l'assurance maladie et on leur proposait un test, un isolement en attendant la réponse du test, et bien sûr un traitement et un isolement si le test s'avérait positif. On a donc tracé, testé et isolé à travers le dispositif Contact Tracing. Alors évidemment, l'ARS a aussi participé au dispositif, mais nous n'en parlerons pas parce que ce n'est pas notre sujet. Ainsi, on peut dire clairement, le Covid-19, s'il ne dit pas « will be back », ce sera grâce au Contact Tracing, et s'il le dit, ce sera malgré lui. Alors, après cette petite présentation de ce qui s'est déroulé pendant la crise et juste après la crise, si on considère que celle-ci est terminée, ce qui n'est pas tout à fait vrai, Adélaïde va vous présenter les perspectives de l'assurance maladie. Parce que oui, il faut l'avouer, l'assurance maladie n'a pas été parfaite, mais qu'il l'est. Et donc, il y a évidemment des pistes d'amélioration envisageables et on va tenter de vous les présenter maintenant. Merci Enguerrand. Donc évidemment, on a un recul qui est très très court sur la période de Covid. Donc on ne va pas tracer un bilan, mais on va essayer de faire émerger quelques traits saillants qui nous ont intéressés. Et tout d'abord, on va faire un petit détour à l'étranger, aux États-Unis, parce que donc aux États-Unis, on est sur un territoire dans lequel on a environ 10% de la population qui n'a pas de couverture maladie,
la moitié de la population qui a une couverture maladie incomplète, et ce type de système de santé peut entraîner des phénomènes de renoncement aux soins. Et donc, selon ce que vous a présenté Enguerrand sur le contact tracing, on voit que le fait de savoir qui est malade, de pouvoir mettre des mesures en place, c'est un élément clé dans la lutte contre les épidémies. Et donc, si on a des phénomènes de renoncement, ça peut représenter des difficultés. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on a eu une prise en charge des tests, puis des frais d'hospitalisation par l'État fédéral, et donc un changement de paradigme pour traiter la question du Covid. Enfin, autre élément, on a une population qui a un état de santé moyen global plus mauvais, caractérisé par la prévalence de maladies chroniques qui, comme on l'a vu pendant la période du Covid, ont tendance à augmenter les effets de la maladie et accroître les risques pour les malades. On voulait également avoir un regard sur les nouvelles missions que l'assurance maladie a pu développer pendant cette période. S'il y a bien eu un renforcement de certaines de ces actions, notamment sur l'accès aux soins, les remboursements, l'indemnisation, on a de nouvelles missions qui ont émergé à l'image du contact tracing. Alors c'était une forte volonté de la CNAM que de s'engager dans cette activité. Elle reposait notamment par le fait que les CPAM sont des acteurs de proximité et qui ont des contacts avec la population, mais en revanche, ça a pu recevoir un accueil plus mitigé au niveau local, et notamment dans les conseils des caisses. En partie parce que ça a impliqué la mise au second plan d'un certain nombre d'activités qui sont davantage ou plus naturellement ou plus usuellement dans le cœur de métier de l'assurance maladie. Donc, notamment les activités de maîtrise des risques, contrôle, lutte contre la fraude. Donc, évidemment, il y avait des enjeux sanitaires, les déplacements, les consultations visuelles qui n'étaient pas possibles, mais ça résulte aussi d'un choix de priorisation que de mettre ces activités au second plan. Et on a un risque financier pour l'assurance maladie, également un risque d'image. Le deuxième élément, c'est la continuité des soins pour les autres pathologies. Et donc, malgré les contacts par SMS dont Enguerrand a pu vous parler, on estime par exemple que sur la période, 100 000 personnes en plus auraient dû commencer un traitement d'hypertenseur et ne l'ont pas fait. Donc on a des enjeux de santé publique par rapport aux autres pathologies. Alors enfin, on voulait également avoir un regard sur l'articulation avec les autres acteurs de la crise sanitaire, donc de cette crise du Covid, et les acteurs peut-être plus naturels de gestion d'une crise sanitaire. Donc je pense que ça pourrait faire l'objet d'un exposé à part entière, mais on voulait parler de la question des revenus de substitution et de l'indemnisation pendant la période du Covid, où sans changement de situation, on peut avoir des personnes qui sont passées d'une indemnisation par l'assurance maladie à du chômage partiel versé par Pôle emploi. On aurait pu également se poser la question de la participation de la branche famille au financement des congés pour garde d'enfants. On peut également, en termes d'articulation avec les autres acteurs, revenir très brièvement sur le contact tracing, qui effectivement faisait intervenir à la fois l'assurance maladie, mais aussi les professionnels de santé et les agences régionales de santé pour ce qui concerne les cas collectifs et les clusters. Et cette articulation, bien que définie assez précisément, pouvait sur le terrain revêtir des difficultés et de la complexité de partage des tâches. Nous voulions enfin se demander, à partir de toutes ces évolutions connues par l'assurance maladie pendant cette période, ce qu'elle allait pouvoir garder ou ce qui allait changer en raison du Covid. Donc on a eu un certain nombre d'accélérations de grandes tendances en cours qui faisaient partie des objectifs de moyen ou long terme de l'assurance maladie. Alors c'est tout ce qui est développement de la télémédecine, du numérique en santé. Ça a aussi réaffirmé le besoin d'avoir une lutte contre les inégalités d'accès aux soins et les inégalités sociales et territoriales de santé. On a vu que le Covid était très inégalement réparti dans la population, raison notamment de l'activité pendant le confinement. Donc c'est des tendances qui semblent justifiées par cette crise du Covid. On a des éléments
qui ont émergé, qui étaient peut-être moins présents dans l'organisation de l'assurance maladie, comme le télétravail, qui s'est vraiment diffusé pendant la période. On a observé aussi des changements au niveau des circuits de décision, raccourcissement des circuits de décision, une communication plus directe entre la direction des caisses et les collaborateurs, entre la CNAM et les caisses. Enfin, il y a un certain nombre de directions qui posent question, peuvent être remis en question, tels que le virage ambulatoire, ou, dont vous parlera Enguerrand plus précisément, et également la question de l'organisation du travail en open space. Donc je vais maintenant laisser la parole à Enguerrand pour vous donner des éléments sur les enseignements que l'assurance maladie peut retirer de cette crise pour être plus efficace face à des crises sanitaires à venir. Tout à fait. Alors, maintenant que la crise est, comme tu l'as dit, un petit peu derrière nous, mais pas totalement, il est possible de tirer quelques conclusions. D'abord, c'est ce que le gouvernement a commencé à faire, en mettant en place le Ségur de la santé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que dans le cadre de la crise, les hôpitaux publics n'avaient pas les capacités d'accueillir tous les patients en réanimation en cas de crise sanitaire grave. Et encore, on parle là du Covid-19 et pas d'Ebola. Donc, il y a des vraies demandes déjà des hôpitaux publics, même en cas d'hospitalisation relativement faible, si je puis dire. Eh bien, dans le cadre du Ségur de la santé, il y a plusieurs réflexions qui ont été lancées, notamment sur la rémunération des personnels soignants, qui sont pour l'instant moins bien payés que la moyenne de l'OCDE, en moyenne 42 000 € par an. Eh bien, il y aura une potentielle revalorisation, rien n'est sûr, mais pour l'instant, ce qui est mis sur la table, si je puis m'exprimer ainsi, ce serait une revalorisation pour atteindre 44 000 € par an. Ce n'est pas encore ce que demandent les soignants, mais c'est pour l'instant la proposition du gouvernement. De même, la crise a pu laisser apparaître de l'inadaptation par rapport au mode de financement des hôpitaux et des EHPAD. On pense évidemment à la T2A. Certains considèrent qu'elle est simplement inadaptée, d'autres qu'elle conduit à un sous-financement. En tout cas, le gouvernement propose d'atténuer un petit peu la part de T2A dans le financement des hôpitaux et des EHPAD en mettant en place une forme de tarif populationnel, un tarif populationnel, ce qui signifierait qu'un malade diabétique serait pris en charge comme un autre malade diabétique. En tout cas, que le financement serait le même pour l'hôpital. Alors, cette petite incursion me fait penser à une phrase d'un candidat à la présidentielle en 2017 qui, rencontrant des infirmiers lui disant « Oui, mais on a besoin de moyens dans les hôpitaux », il répondait « Oui, mais la dette ». Eh bien, cette question-là, elle revient encore plus à la suite du Covid-19, puisque la dette de la sécurité sociale s'est considérablement accrue durant la crise. On est dans l'ordre de 136 milliards d'euros. Il y avait plusieurs pistes de financement pour ces 136 milliards. Au final, ce qui a été retenu, c'est simplement un transfert à la CADES, qui continuera à financer la sécurité sociale, la dette sociale, pardon, de 2024 à 2030, alors qu'elle était censée s'arrêter en 2024. Alors, au-delà de ces questions bassement budgétaires, si je peux m'exprimer ainsi, il y a d'autres considérations à prendre en compte pour rendre l'assurance maladie plus efficace, pour rendre le système de santé plus proactif. Le premier, ce serait de réduire les facteurs épidémiologiques. C'est-à-dire, concrètement, dans certains services hospitaliers américains, on a découvert qu'il y avait 95 à 96% d'obèses en réanimation, parce que l'obésité est un facteur aggravant en cas de crise sanitaire. Ça aurait pu être le cas du tabac. Les fumeurs ont été chanceux, ce n'était pas le cas cette fois-ci, mais rien ne dit qu'à la prochaine crise sanitaire, le tabagisme ne soit pas un facteur aggravant. Et c'est le cas évidemment d'autres maladies de type diabète et cancer. Eh bien, en prenant en charge de manière plus proactive ces maladies et en liant cette prise en charge avec une potentielle crise sanitaire, on pourrait améliorer la réaction de l'assurance maladie lors de la prochaine crise sanitaire. Améliorer la coordination des soins, on a deux images en tête. La première image, c'est les hôpitaux publics qui étaient débordés, alors qu'un hôpital privé en face pouvait ne pas l'être. Si bien que quelqu'un qui ne pouvait pas être accueilli dans l'hôpital public, en traversant la rue, non seulement il trouvait un emploi, mais en plus il trouvait un lit de réanimation. Eh bien, ce n'était pas tout à fait normal, parce qu'il aurait fallu que les hôpitaux privés puissent être coordonnés avec les hôpitaux publics. Et c'est bien sûr aussi le cas pour l'articulation ville-hôpital. On parle beaucoup de l'hospitalo-centrisme en France. La crise a aussi mis en exergue le fait que certains médecins n'avaient pas les moyens de prendre en charge cette crise, alors que les hôpitaux, eux, étaient débordés.
Le mode de tarification, on en a déjà un petit peu parlé finalement, et le rôle d'acteur de la CPAM comme acteur de proximité, Adélaïde en a aussi un petit peu parlé. Qu'est-ce qui permettait finalement à la CPAM d'assurer son rôle localement? C'est que les Français ont confiance dans l'assurance maladie. Ça fait encore partie d'une institution qui trouve gré aux yeux des Français. Alors, enfin, j'aimerais vous parler d'un petit point qui peut sembler un détail, le lien entre l'environnement et l'assurance maladie. Alors spontanément, vous pouvez me dire, mais quel est le rapport? Eh bien, le rapport, c'est que le petit pangolin, si sa forêt n'avait pas été dévastée par la déforestation, tout simplement, il n'aurait sans doute pas été mangé et il n'aurait sans doute pas eu de Covid-19. Et ce n'est évidemment pas la seule crise sanitaire qui a un lien avec l'environnement. On a tous plusieurs exemples en tête. Non seulement la pollution, l'asthme par exemple, tout simplement, où il y a un lien entre la pollution et la gravité et la récurrence de l'asthme. Alors, une fois que c'est dit, vous pouvez me dire, oui, mais c'est bien gentil, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire l'assurance maladie face au risque environnemental comme facteur, comme c'est écrit, de comorbidité ou d'amortisseur épidémiologique? Eh bien, l'assurance maladie, elle prend déjà finalement un petit peu en charge le risque environnemental ou d'autres risques qui peuvent être liés. On pense tous à la taxe tabac. Ce n'est pas un risque environnemental, mais c'est un risque périphérique qui finance l'assurance maladie. La taxe sur l'alcool ou sur certains sodas, qui pareil est facteur de comorbidité. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer qu'une partie des taxes sur la pollution, qu'une partie des taxes sur la déforestation finance l'assurance maladie, en liant finalement facteur de comorbidité et dépenses de santé. Alors, on a donc terminé notre présentation. On n'a pas pu parler de tout, évidemment, puisque c'était un sujet très large. Vous nous en excuserez, je l'espère. Mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir avec Adélaïde à vous présenter tout ça, et on prendra aussi beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Merci à vous.